Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Aujourd'hui, nous allons voir les choses autrement. Depuis que nous avons commencé à voir du JavaScript, nous avons vu le côté classique du JavaScript, c'est-à-dire la notion des variables, la notion des fonctions. Et puis, nous avons vu le fonctionnement de base, le fonctionnement du fond du JavaScript. Aujourd'hui, on va voir les choses autrement. On va voir le JavaScript côté, on va débuter plutôt avec le JavaScript côté navigateur. Parce que nous avons dit au début que le JavaScript a été créé simplement pour être manipulé dans le navigateur. Et très souvent, si vous apprenez du JavaScript, on a tendance, ou bien la meilleure façon d'apprendre le JavaScript, c'est d'apprendre ça côté navigateur. C'est-à-dire, vous allez commencer par parler de manipulation de vos fenêtres, de vos onglets, des documents que vous êtes en train de manipuler, de la fenêtre, de parler des événements. C'est très important. Donc, du coup, pour comprendre ce que je vais expliquer, bien ce qu'on va découvrir aujourd'hui, nous allons créer notre fichier JavaScript. Donc je mets app.js ici. Et directement, je vais mettre log hello. Donc je mets log hello dedans. Je vais lier ça ici rapidement. Donc je mets script app.js. Donc je viens ici pour tester ça. J'actualise, donc ça fonctionne super bien. Ok, je reviens ici. Maintenant, lorsque vous êtes en train de manipuler des choses, vous êtes en train d'écrire vos codes en JavaScript, si vous déclarez une variable ou bien une méthode, une propriété ou bien un autre objet, directement ces objets que vous avez créés sont liés directement, sont liés plutôt avec un autre objet qui est l'objet mère. Voilà, non. Il y a un autre objet, parce que JavaScript fonctionne de façon hiérarchique, c'est-à-dire de père en fils, de mère en fille. Vous comprenez, non? Donc, lorsque vous déclarez vos variables de façon globale, ou bien vos objets, vos classes, tous ces genres de choses, si ils sont plutôt liés directement à un objet global, qui est un objet mère de tous les objets. Voyez, non? Donc, en JavaScript, nous allons voir après, je vais vous réexpliquer. Il y a un objet qui est en bas, qui a un autre objet mère là-bas, que lui-même qui a un autre objet mais un autre objet mais c'est. Donc, tous les objets que vous manipulez dans JavaScript sont liés à un objet qui est l'objet mère. Et c'est cet objet qu'on appelle l'objet window. C'est ça, on va voir. Pour vous montrer ce que je suis en train de parler. Donc, je déclare une variable. Lorsque vous déclarez une variable, par exemple, la variable, je déclare la variable et B. Et je mets égal hi, les amis. Donc, je mets hi, les amis. Quand je viens ici, ça là, c'est une variable globale. On est d'accord? Une variable globale. Donc, lorsque nous venons ici, je vais essayer d'appeler cette variable, vous allez voir. Si j'appelle la variable ici, B, j'appelle ça B comme ça, directement ça va mettre quoi? Hi les amis. Mais de la même façon, je peux venir ici, j'appelle l'objet window, comme ça s'appelle comme ça, et je mets point, je mets B. Je mets point, je mets B. Quand je mets entrée, il met hi les amis. Ça veut dire quoi? L'objet et la variable B que j'ai déclarée ici, cette variable est directement devenue une propriété de l'objet window. Voilà, non, c'est une variable globale qui est devenue une propriété de l'objet window. Maintenant, l'objet window, c'est quoi? L'objet window simplement représente une fenêtre de navigateur contenant une page ou un document. Voilà, non. Donc, lorsque nous sommes ici maintenant, toute cette fenêtre, la fenêtre dans laquelle nous sommes ici, bien l'onglet dans lequel nous nous retrouvons ici, cet onglet est représenté, ou bien cette fenêtre est représentée de façon globale par l'objet window. Donc, tout ce que vous allez manipuler de cet objet, concernant cet objet, c'est-à-dire tout ce qui est le code qui est injecté dans cette fenêtre, vous voyez, non? Et toutes les options qui sont ici, la taille de la fenêtre, la longueur de la fenêtre, les manipulations, tout ce que vous allez faire, toutes ces propriétés sont associées à un objet qu'on appelle l'objet window. Et c'est cet objet qui représente toute la fenêtre. Donc, ici maintenant, si nous quittons ici, cet onglet, dans cet onglet, nous allons voir encore un autre objet window. Vous voyez, non? D'onglet en onglet, de fenêtre en fenêtre. Donc, il faut que vous sachiez que tous les objets globaux qui sont comme des variables globales aussi, et des fonctions globales, des objets que vous-même, vous allez créer de façon globale, sont automatiquement liés à cet objet. C'est-à-dire, ils sont des enfants de cet objet window. Vous voyez, non? Dans cet objet window. Donc, nous allons commencer par étudier cet objet. Pour vous montrer de quoi je parle, il suffit que vous venez ici. Il suffit que vous venez ici directement, ici. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons appeler simplement l'objet window. On va essayer d'appeler l'objet window. Donc, moi, je viens ici.
je viens ici simplement, j'appelle l'objet window. Voilà. Et si on appelle l'objet window, vous voyez, c'est un objet avec des accolades. Quand je déroule ça, on va voir que c'est un objet qui possède plusieurs propriétés. Plusieurs propriétés et plusieurs méthodes. Donc, nous avons par exemple la méthode alert que j'ai déjà commencé par utiliser depuis le début. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Nous avons notre propriété B. La propriété B, ça là c'est une variable, c'est une propriété. Ce n'est pas une méthode. Et vous voyez cette propriété B qui est ici, que moi-même j'ai créé. Cette propriété est devenue en même temps une propriété de l'objet Windows. Et dans ça, nous avons d'autres propriétés comme Blue, Chrome, Clear intervalle, Set intervalle, tous ces genres de choses, Close, Open, Confirm. Donc, on va voir quelques-uns parmi ces propriétés et parmi ces méthodes. Vous voyez, non? Donc, on va parler de tous ces genres de choses. Donc, tout ce que vous voyez ici représente cette fenêtre dans laquelle nous sommes. Et c'est très important de comprendre ça. C'est pourquoi nous allons parler spécifiquement de l'objet Windows aujourd'hui. Vous voyez, non? Donc, on va voir quelques-uns de cet objet. On va voir comment ça se manipule. On ne va pas voir tout quand même. Donc, on va voir certains et ça va vous aider. Si nous revenons ici, revenons à nos moutons. Nous revenons ici, nous allons commencer par voir quelques propriétés de l'objet Windows. Donc, si nous venons ici, il y a, si nous venons ici, il y a d'autres propriétés. Je peux faire ici, vous pouvez faire recherche ici pour filtrer. Voilà, non, vous pouvez faire des recherches, écrire ça ici pour pouvoir filtrer les choses. C'est pas grave. Mais si nous défilons ici, nous pouvons commencer par voir les propriétés de l'objet Windows. Par exemple, si je viens ici, il y a des propriétés qu'on appelle inner 8, inner width. Voilà, non, il y a aussi l'inf. Le inner width là, c'est quoi? C'est une propriété de l'objet Windows. Je viens ici. Quand je vais venir ici, par exemple, maintenant, je vais essayer de vous montrer. Quand je viens ici, je mets Windows. J'appelle maintenant l'objet Windows, je mets .inner 8. Si je mets inner 8, je mets entrée, je vois 150. Donc, 150 simplement qui est ici. Quand on dit inner 8, c'est quoi? C'est simplement la hauteur intérieure de la fenêtre. La hauteur intérieure de la fenêtre. Vous voyez, non? Quand je parle de la hauteur inférieure, c'est-à-dire quoi? La hauteur du code qui est injecté à l'intérieur de cette fenêtre. Et ça fait 150. Parce que ça fait la distance d'ici à ici. Ça fait 150 pixels. Ça dit quoi? Il n'y a pas les options qui sont ici, les onglets. La hauteur de ces onglets ne sont pas dedans. Voilà. Ceci, ce que j'ai ouvert aussi n'est pas dedans. Sinon, pour vous montrer ça, je peux réduire ceci un peu. Et je réduis ça là. J'essaie encore de rappeler. Voilà, quand je rappelle inner ceci, je trouve pas 356. C'est pour dire que le inner c'est la hauteur intérieure, la hauteur du code injecté dans cette fenêtre. Donc ça a changé ici. De la même façon, comme il y a Windows Inner, il y a aussi Windows Outer. Outer 8. Et je suis Outer 8 maintenant. Je peux voir, vous avez trouvé combien? 768. Ça fait la hauteur depuis le haut ici vers le bas complètement. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus la hauteur du inner qui est intérieur, mais plutôt la hauteur extérieure. C'est-à-dire, y compris les options, la taille, la hauteur des onglets, de tout ce qui est ici, les options, de tout ce que j'ai ouvert ici, tout combiné. Et bien sûr, vous savez avec moi, quand il y a 8, il y a aussi le 8 qui veut dire la largeur. Ici, c'est la hauteur, mais il y a aussi la largeur. La largeur aussi, je peux voir, par exemple ici, Windows, et voir, et inner 8. Donc, qui est la largeur et intérieure. Et il y a aussi outer, qui est la largeur extérieure. Et quand je regarde ici, la largeur intérieure, ici, ça fait 1366. Donc, ça fait d'ici à ici. Et quand je vois ici maintenant, la largeur de cette fenêtre est la largeur de tout le code qui est injecté dedans. Et c'est égal encore la inner outer. Si j'avais est égal encore outer 8. Voilà, non, vous allez voir, le inner 8 et outer 8 aussi seront probablement les mêmes choses. Hein, je l'espère très bien. Donc, quand il fait ça, vous voyez probablement les mêmes choses parce que il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas des options ici. D'autres fenêtres comme Firefox par exemple maintenant, ou bien si j'ai une fenêtre qui a beaucoup de code ici injecté ici, ou bien beaucoup de code injecté et sur la largeur, je peux avoir par exemple ici, comment on dit, une barre déroulante ici. Et cette barre ne sera pas comptée dans inner width. On est d'accord avec moi? Voilà, c'était propriétés dont je peux vous parler direct, rapidement. Donc, il y a d'autres propriétés ici que vous pouvez découvrir. Hein. Il y a d'autres propriétés. Moi, je vous montre simplement quelques-unes. Voilà.
quelques-unes. Il y a closed, c'est-à-dire pour pouvoir voir. Si vous voulez écrire un programme qui va détecter est-ce que la fenêtre est fermée ou ouverte. Donc, si vous allez utiliser la propriété closed, qui est ici, closed, et closed va vous dire si la fenêtre est ouverte ou bien fermée. Si je viens ici, je demande est-ce que cette fenêtre est ouverte ou bien elle est fermée. Donc, il suffit que je vienne ici, je mette simplement window closed. Et quand il fait ça, paf, il me dit false. Il me dit que la fenêtre n'est pas fermée, mais elle est plutôt ouverte. Et c'est vrai, cette fenêtre est ouverte. Donc, ça renvoie un booléen qui est le faux, le false. Voilà, donc window closed, ça fait false. Est-ce que c'est compris? Donc, voilà les propriétés que vous pouvez. Je peux vous renvoyer aussi sur des sites sur lesquels vous pouvez explorer d'autres propriétés. Comme par exemple, vous pouvez mettre window. Je mets window propriété. Ou bien je mets l'objet window simplement propriété et vous mettez MDN ici. Donc, je mets la propriété de window, je mets MDN. Donc, il m'amène sur le site de développer.mozilla.org. Donc, je vais là, je peux vérifier, je clique simplement sur ça, sur ce lien. Vous voyez, l'objet window représente fenêtre, tous ces genres de choses. Et je peux voir les propriétés de cet objet. Vous voyez, non, il y a close. Par exemple, vous voyez, cette propriété indique si la fenêtre en cours est fermée ou non. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a aussi des propriétés comme console qui renvoie une référence de l'objet console qui fournit ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a aussi window content. On dit renvoie une référence sur l'élément du contenu de la fenêtre. Donc, si vous voulez prendre tout le contenu de la fenêtre pour pouvoir faire quelque chose là-dessus, vous pouvez utiliser la propriété content. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de propriétés que vous allez utiliser. Vous voyez que cet objet window est tellement utile que vous allez toujours avoir besoin de ça. Vous ne pouvez pas bûcher toutes les propriétés, garder ça en tête. Mais il suffit de savoir comment utiliser ça et savoir ce que ça permet de faire. Voilà. Donc, bien évidemment, vous venez sur le site de Mozilla, vous allez voir beaucoup de propriétés dont vous aurez besoin. Voilà, non. Donc, vous pouvez même chercher à savoir l'orientation des degrés du point de vue par rapport à l'orientation naturelle du périphérique. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, non. Bien évidemment, le outer 8 et puis le outer 8 dont je vous ai enseigné tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez voir ça ici, il y a beaucoup de propriétés. Maintenant, parlant des propriétés, si nous finissons avec eux, nous pouvons voir maintenant les méthodes maintenant. Les méthodes, et directement, je crois que directement ici, ils ont parlé des méthodes ici. Des méthodes de l'objet window. Donc, si nous venons ici pour parler des propriétés, des méthodes plutôt, je vais vous montrer beaucoup de choses. Vous voyez, non? Donc, par exemple, maintenant, il y a window.alert. Vous connaissez déjà alert. Cette fameuse fonction que nous utilisons tout à l'heure là, depuis longtemps. Donc, je vous salue. Je mets simplement, je vous salue ici. Et quand je viens ici maintenant, qu'est-ce que cette propriété fait? Et cette méthode fait? Quand j'actualise, il met quoi? Je vous salue. Vous voyez ça? Et il met simplement une boîte d'alerte ici. Une boîte d'alerte. Vous voyez, non? Donc, c'est un objet c'est une méthode plutôt qui renvoie une boîte d'alerte. Donc, vous appelez sur l'objet Windows la méthode alerte et vous lui passez maintenant un message. Cette méthode prend en paramètre un message et elle affiche le message plutôt comme une alerte ici. Et après, vous cliquez sur OK. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous venez ici, vous actualisez. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la fenêtre ici, l'onglet ici plutôt est en train de tourner. Ça veut dire quoi? La méthode alerte est une méthode bloquante. Ça veut dire quoi? C'est une méthode bloquante. Si vous appelez la méthode alerte, elle bloque toutes les codes qui sont en dessous d'elle, qui peuvent être exécutées. Je vous montre. Je mets ici. Je vous mets après la méthode alerte. Je vous mets simplement console.log. Je mets fin de la méthode. Je mets fin de la méthode et vous allez voir. Et quand je vais venir ici, je vais essayer d'actualiser ça. Je mets OK ici, j'essaie d'actualiser ça. Paf! Normalement, ça devrait mettre quoi? Je vous salue et directement ça va mettre fin de la méthode. Mais quand même, ça a mis je vous salue et ça a refusé d'exécuter le code qui est en bas. Et ça continue de tourner. Donc, tant que je ne mets pas fin à l'exécution de cette méthode, le code qui est en bas ne peut pas être exécuté. On dit que cette méthode est bloquante.
Et quand je vais cliquer sur OK ici maintenant, paf, vous voyez, fin de la méthode, ça s'exécute. Ça exécute. Donc c'est comme ça la méthode alerte s'affiche. Donc vous pouvez utiliser ça juste pour afficher un message d'alerte sur votre site, ça dépend. Quand même c'est un peu chiant quoi. Des fois c'est un peu chiant, ça énerve l'utilisateur. C'est à vous de voir. Voilà. Après ça, je peux vous montrer encore une autre méthode qui s'appelle, par exemple, la méthode plutôt prompt. Je mets la méthode prompt. Donc, qu'est-ce que la méthode prompt fait? Je vous montre ça. Bien sûr, j'enlève tout ce qui est ici. La méthode prompt aussi, elle prend un message et à l'intérieur. Un message à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous mettez ici? Je mets simplement votre nom. Je mets votre nom. Deux points. Quand vient ici, cette méthode, c'est une méthode qui affiche une boîte de dialogue. Ce n'est pas une boîte d'alerte, une boîte de dialogue. Et cette boîte de dialogue affiche à l'intérieur du serveur, vous allez trouver un champ. Un champ de texte qui demande que l'utilisateur entre quelque chose. C'est-à-dire quoi? Il demande une saisie à l'utilisateur. Regardez, quand je viens ici, j'essaie d'actualiser ça. Paf, il met quoi? Votre nom. Vous voyez, non? Donc, il met le libellé en haut ici. Le test que je lui ai passé, il met le test ici. Et en bas, il présente quoi? Un champ de saisie. Donc, c'est une boîte de dialogue. Et le champ de saisie ici me demande mon nom. J'affiche, par exemple, Ronas ici. Je mets OK. Vous voyez, non? Mais qu'est-ce que cette fonction renvoie? Et cette fonction renvoie le message tapé dans la boîte de dialogue ici. Ce que j'ai fait entrer ici, la fonction renvoie la chose ici. Donc je peux récupérer mon prénom ici. Je peux créer simplement lettre, prénom. Et je mets égal. Donc je récupère maintenant la valeur de retour de cette méthode prompt. Et je peux afficher ça en bas. Donc je mets logo, prénom. J'affiche ça ici. Donc regardez, on va voir si ça va s'afficher dans le navigateur et dans ici ça va s'afficher ici et je tape ici maintenant Ronas. On va voir ce que ça va nous renvoyer et quand je mets OK, paf, il me renvoie Ronas ici. Vous voyez, non? Donc cette méthode est une méthode qui renvoie le message que j'ai saisi ici, qui me renvoie à l'entrée de l'utilisateur. C'est tout. Voilà comment elle fonctionne, cette méthode. Donc vous pouvez utiliser ça pour faire d'autres choses, pour faire beaucoup de choses. C'est à vous de voir. Donc vous voyez, non? Et je peux montrer encore une troisième méthode, par exemple, c'est la méthode confirme. Je vous montre la méthode confirme. Qu'est-ce que la méthode confirme fait? La méthode confirme affiche simplement aussi plutôt une boîte de dialogue, mais c'est une boîte de messages de confirmation. Il affiche une boîte de confirmation. Vous voyez, non? Donc, je peux vous poser une question pour dire, acceptez-vous de quitter le logiciel, de quitter l'application? C'est une question que je pose, une question de confirmation. Et quand je viens ici, je mets ici confirme, je le nomme confirme. Et j'affirme. Et j'affiche confirme ici. Donc, cette méthode, simplement, il affiche une boîte de dialogue. Mais une boîte de dialogue qui va vous afficher un message pour une confirmation. Voilà, comme si on l'entend confirme. Et quand vous confirmez ou pas, en tout cas ça dépend, ça vous montre deux boutons, oui ou non. Vous acceptez un. Et il renvoie maintenant votre résultat qui sera un booléen, true ou false. Si vous acceptez, elle va renvoyer true. Si vous refusez, elle va renvoyer false. Et maintenant, essayons de l'afficher ici. Bon, au lieu de confirme, je vais mettre confirme. Ça veut dire confirmer quoi? Je vais mettre confirme. Et quand je viens ici, j'actualise, il dit acceptez-vous de quitter l'application et il me présente maintenant deux boutons. Le bouton OK et le bouton annuler. Si je mets OK, paf, il me renvoie true. Donc, du coup, vous pouvez afficher cette boîte de messages de confirmation pour pouvoir confirmer quelque chose. Une application que vous avez conçue et vous voulez que la personne a cliqué sur le bouton quitter, vous lui demandez la question, est-ce que vraiment elle veut quitter? Et si elle clique sur OK, ça va renvoyer true. Sinon, si elle clique sur annuler, ça va renvoyer false. Voilà comment elle fonctionne. Nous allons continuer, je vais continuer à vous montrer deux ou trois fonctions, méthodes encore
Voilà, non, 2 ou 3 méthodes. Ah, mais avant de continuer, je tiens à vous préciser quelque chose. L'objet window qui est ici est un objet implicite. On a déjà vu la différence entre implicite et explicite lorsqu'on parlait de la portée des variables. Je profite en même temps pour vous dire que ceux qui sont les premières personnes sur cette vidéo est une série de vidéos que nous avons déjà commencé sur l'exploration du langage JavaScript. Donc si vous êtes la première personne, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube Ronas Dev, ici qui est ici. Donc vous tapez Ronas Dev, vous allez venir dans YouTube, vous allez venir sur notre chaîne YouTube et là vous pouvez voir toutes les vidéos que nous avons déjà fait sur le langage Java. Si vous venez simplement ici, vous allez trouver les vidéos en ligne ici. Voilà, non. Donc voilà nos précédentes vidéos, ou bien vous venez simplement sur la playlist apprendre le langage Java. Si vous cliquez là-dessus, vous allez trouver toutes les vidéos ici qui vont être listées ici. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes et la nouvelle personne, si ce n'est pas encore fait sur la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant lorsque nous allons publier les prochaines vidéos. Et aussi likez la vidéo que nous sommes en train de faire si elle vous a plu. Aussi laissez des commentaires pour dire ce que vous pensez de cette vidéo. Ça nous aide énormément, ça nous fera beaucoup de plaisir. Et restez avec nous sur la chaîne. Nous parlons de la programmation informatique, de développement informatique, tous genres confondus. Et nous sommes ensemble. Donc, je continue à vous dire que, et je disais qu'on a déjà parlé de ce qu'on appelle quelque chose, un objet ou bien une variable explicite ou bien implicite. Lorsque nous parlons de la portée des variables, ici, vous allez trouver la vidéo ici. Maintenant, je continue pour vous dire que cet objet est un objet implicite. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas forcément besoin d'appeler cette fonction sur l'objet. C'est-à-dire quoi? L'objet est un objet global. L'objet met de pratiquement tous les objets que vous appelez en bas. Vous voyez, non? Et par conséquent, vous pouvez omettre d'appeler les méthodes sur cet objet, y compris aussi les propriétés. Mais le JavaScript, votre navigateur va comprendre automatiquement que cette fonction s'appelle sur l'objet qui est ici. Je vous ai déjà expliqué comment le JavaScript fonctionne. Donc vous comprenez ça déjà sur les précédentes vidéos. Du coup, qu'est-ce que le JavaScript va faire ici? Lorsqu'il va voir cette fonction et cette méthode confirme, il va essayer de voir dans quel objet, sous-objet vous avez appelé ça. Et s'il voit que vous avez appelé cette méthode sur un objet, il vérifie est-ce que la méthode appartient à l'objet. Du coup, si il ne trouve pas la méthode dans l'objet, il remonte dans l'objet parent. Vous voyez, non? S'il ne trouve pas dedans, il remonte encore dans l'objet jusqu'à ce qu'il remonte dans l'objet window. Et quand il vient dans l'objet window, il voit que la méthode confirme se retrouve dans l'objet window et il appelle maintenant la méthode confirme. Donc, en quelque sorte, si vous ne précisez pas l'objet window, ça va vous déclarer la méthode confirme de manière implicite. Ça va vous donner un peu du travail à l'interne. Mais au fait, ça ne change rien. Donc, du coup, je peux enlever window qui est ici, déclarer ma méthode, utiliser ma méthode de façon implicite. Et ça va fonctionner. Quand je vais faire ça, je reviens ici. Et puis, j'actualise mon code. Vous voyez, ça continue de fonctionner. Donc, toutes les propriétés que nous avons vues tout à l'heure, ou bien les méthodes, nous pouvons les appeler sans l'objet window. Elles vont fonctionner. Vous comprenez? Donc, je continue. Il y a une méthode dont je vais vous montrer tout de suite avant qu'on arrête cette vidéo. C'est une méthode très utilisée. Beaucoup sur tout ce que vous allez faire. Pratiquement sur beaucoup de choses. Et je fasse tout ce qui est ici. Je vais écrire un code tout à l'heure. Ce code, je vais écrire log. Et je vais écrire simplement je vais écrire simplement 1. Voilà, non, j'écris log 1. Et je vais écrire ça de 1 à 5. 1, 2, 3 à 5. C'est tout. Donc, je vais répéter ça comme ça. 2, 3, 4, 5. Et ici, je suis à 5. Ici, je suis à 4. Ici, je suis à 3. Ici, je suis à 2. Donc, je vais afficher 1, 2, 3 jusqu'à 5. Quand je vais faire ça, vous voyez, donc j'ai affiché 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Si vous voyez le code qui est ici, c'est un même code. Hein, c'est un même code. Tout ce qui a changé, c'est ce que j'ai affiché, c'est tout. Mais j'appelle toujours la fonction log, tout ce genre de choses là. Donc, c'est une répétition de code. Et du coup, pour faire la répétition du code, il y a déjà une méthode écrite en JavaScript ou bien une fonction quand même, et qui appartient à l'objet window qui permet d'afficher directement ce qui est ici, de faire l'action que je viens de faire tout à l'heure. Donc, du coup, ce que je vais faire simplement, je viens ici, je vais déclarer
une variable let i. Et je le mets à 1. Je lui savais initialiser à la valeur 1. Et je viens ici simplement, j'appelle une fonction qu'on appelle setInterval. SetInterval, c'est-à-dire quoi? Window setInterval. C'est une méthode. Donc, je mets ici, je l'appelle sur Windows. Je peux l'appeler sur Windows, je peux ne pas l'appeler. Parce qu'on a dit tout à l'heure que Windows est un objet implicite. Donc, je peux l'appeler comme ça ou bien je peux l'appeler directement. Et qu'est-ce que je fais à cette méthode? Cette méthode prend en paramètre ce qu'on appelle un handler. Un handler, c'est une fonction que vous passez à la méthode. Donc, vous passez une autre fonction à la méthode ici. Donc, je vais créer une fonction en haut ici. Et qu'est-ce que la fonction va me faire? J'enlève tout ce qui est ici. Je crée une fonction que je vais appeler repeat. La fonction repeat. Et à cette fonction maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe simplement une variable i à la fonction. Je passe une variable i à la fonction. Et la fonction, il m'affiche la variable i simplement. Log i. Il m'affiche log i. C'est tout ce que la fonction me fait. Donc tout ce que j'ai à faire simplement, c'est de venir ici. Et cet objet maintenant prend une fonction en paramètre. Et la fonction, je vais lui passer cette fonction, la fonction repeat. C'est-à-dire quoi? Je vais faire le passage d'une fonction. Je dis appelle cette fonction. Donc je n'appelle pas, je ne passe pas l'appellation, l'exécution de fonction, mais je lui passe plutôt la déclaration de la fonction. Par conséquent, je n'ai pas besoin des deux parenthèses ici, parce que c'est les deux parenthèses qui exécutent la fonction. Mais je ne veux pas lui passer l'exécution de fonction, mais plutôt la déclaration de fonction. Et après ça, je mets virgule maintenant. La méthode setInterval, c'est une méthode qui va appeler cette fonction dans un certain nombre d'intervalles périodiques, de façon répétée. Vous comprenez, non? Donc, je veux que cette fonction, cet intervalle, appelle cette méthode de façon périodique et répétée tous les 1 seconde. Tous les 1 seconde. Donc, je vais lui passer maintenant la période de seconde que je veux que cette fonction s'exécute pour appeler cette méthode. Cette méthode s'exécute pour appeler cette fonction. Et ici, vous passez la période qui est ici en millisecondes. Donc, pour dire 1 seconde, ça fait 1000. Vous lui passez 1000 fois. Et c'est tout. Et si je fais ça, regardez ce qui va se passer. La fonction qui est ici, simplement, je vais lui dire de faire, ou bien, au lieu de lui passer ce qui est ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux même enlever ça. Je vais dire d'afficher d'abord 1. Ouais, non. Là, maintenant, vous allez comprendre rapidement d'abord. Donc, si je viens ici, paf, regardez, 1 seconde, il appelle 1 seconde, 2, 1 seconde. Donc, vous voyez, il commence par appeler maintenant la fonction qui est ici. Il a appelé combien de fois? 10 fois. Donc, le 1 s'appelle 10 fois, ici maintenant. Donc, voilà. Donc, la fonction l'appelle chaque 1 seconde. Cet intervalle appelle cette fonction. Et c'est la fonction qui s'exécute chaque 1 seconde, de façon répétitive et périodique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, du coup, ce que je peux faire simplement, au lieu d'appeler 1 chaque fois, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je viens ici. Je lui passe une variable i. Je passe une variable i. Et cette variable i que je lui passe, je viens ici, j'affiche la variable i qui est ici. Mais chaque fois que je finis d'afficher i, je vais incrémenter i. Donc, j'ajoute plus 1 à i. Donc, arrivé ici simplement, je vais lui passer i qui est ici. Et le i qui est ici, c'est un i qui se trouve à l'intérieur ici. C'est ici que j'ai déclaré ici. C'est ça que je voulais passer. Vous voyez, non? Donc, si je fais ça directement, donc je viens ici, je l'appelle. Donc, il appelle ce qui est ici une seule fois. Donc, je lui passe ça et j'incrémente ça chaque fois. Ok, je vois. Vous voyez, ce que j'ai fait ici, c'est la pire des choses qu'on ne fait pas. La pire des choses. La fonction qui est ici, il appelle le i et il fait tout ce qui est ici, tout ça là. Donc, au lieu de lui passer i, je vais déclarer le i à l'intérieur de ça. C'est tout ce que je fais ça. Et j'enlève ça d'ici.
il faut que j'enlève aussi les parenthèses ici. Et ça a commencé par appeler toujours le 1. Ça ne s'incrémente pas. Donc je reviens ici pour voir ce qui se passe rapidement. Donc non, je fais la déclaration ici, en dehors de ceci. N'oubliez pas ce qu'on a vu déjà lorsqu'on étudiait les variables. Hein. Donc j'ai fait une déclaration globale ici. Et quand on entre dans cette fonction maintenant, la valeur de i ne change plus. Parce qu'on a dit qu'une valeur d'écart avec let dépend du bloc dans lequel elle est déclarée. Vous voyez, non? Donc ici, ça s'incrémente une fois, deux fois, tout ça, et je passe la fonction. Je crois que ça doit fonctionner comme ça. Et quand je viens ici, donc on attend une seconde 1, une seconde 2, une seconde 3, une seconde 4, une seconde 5, une seconde. Donc à chaque une seconde, la valeur de i et cette méthode appelle la fonction repeat qui incrémente, qui augmente d'un la valeur de i. C'est tout. Vous voyez ce que cette fonction permet de faire. Voilà, non. C'est exactement comment cette fonction fonctionne. Et cette méthode plutôt fonctionne. Excusez-moi pour la tautologie. D'ailleurs, même c'est une méthode et pas une fonction. Donc, vous voyez, non, c'est ce qui est ici qui est fonction, repeat qui est fonction. Mais ceci, c'est une méthode parce que c'est appelé sur un objet. Vous voyez, non. Donc, la méthode qui est ici maintenant là, appelle cette fonction qui est ici chaque une seconde. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de lui passer une fonction ici, on peut faire ça de cette manière. On peut directement lui passer la fonction comme ça. On peut directement lui passer la fonction comme ça. Donc, vous voyez, non? Au lieu de et ici maintenant, la fonction n'aura plus de nom. La fonction n'aura plus de nom. Et du fait d'appeler une fonction à l'intérieur d'une autre fonction, parce que la méthode qui est ici est d'abord une fonction. Vous voyez, non? Maintenant, j'appelle encore une autre fonction à l'intérieur de ce qui est ici. Donc, ce qui est ici maintenant s'appelle une clausure. Vous voyez, non? Une clausure. Et cette fonction qui est ici maintenant peut voir la variable let qui est en haut là. C'est pourquoi on parle même d'une clausure. Vous voyez, non? Parce qu'elle peut voir la variable globale qui est en haut ici. Donc, c'est une clausure. Et quand je fais ça, ça va aussi fonctionner exactement. Vous voyez, 1, 2, 3, ça fonctionne. Donc, voilà comment cette méthode fonctionne. Vous voyez, non? Voilà comment la méthode fonctionne. Maintenant, je continue pour vous expliquer quelque chose rapidement. Regardez, le temps que j'ai fait ici maintenant pour revenir sur cette page, bien dans l'éditeur du texte qui est ici, ce temps a fait que le code continue d'évoluer. Parce que j'ai dit à ce code de continuer à s'exécuter chaque une seconde. Et quand je reviens dans mon navigateur, vous allez voir que le code continue à s'exécuter. Voilà, et il continue à compter jusqu'à ce que je suis déjà à 127, 128, 129. Et là, c'est un comportement que vous devez toujours éviter d'avoir lorsque vous écrivez un code en JavaScript. Évitez toujours d'avoir ce genre de comportement lorsque vous utilisez la méthode setInterval. Parce que setInterval, il continue d'exécuter quelque chose. Donc, il va exécuter la chose à l'infini. Et si c'est ici maintenant, je veux juste incrémenter un nombre. Mais s'il s'agit d'un code de plus de 10 lignes, 15 lignes, 20 lignes, qui va s'exécuter chaque seconde, chaque une seconde maintenant. Et ça va s'exécuter comme ça jusqu'à l'infini. Si un utilisateur passe près du 30 minutes, 1 heure, 2 heures, à utiliser votre application, ce code va continuer à s'exécuter. Donc, arrivé à un moment donné, le navigateur va péter, le JavaScript va péter pour dire attends, mais moi je bouffe trop de mémoire. Arrivé à un moment donné, il n'y en aura plus de mémoire et tout va planter, tout va péter. Voilà, non? Donc, c'est pour ça qu'arrivé à un moment donné, il faut que vous essayez d'annuler l'effet que la méthode setInterval a sur votre code. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'à un moment donné, vous dites au code que non, mais toi, arrête de continuer à s'exécuter. Donc, il faut qu'à un moment donné, vous arrêtez l'exécution de la méthode setInterval. Et bien, ça se fait, c'est déjà pensé à l'avance. Ce que je peux faire, regardez, la méthode setInterval renvoie quelque chose qu'on appelle un identifiant. Donc, si je viens ici, je peux déclarer une variable que je vais appeler ID pour dire identifiant. Voilà, non. Et quand je vais essayer d'afficher logo, je vais afficher cet identifiant. Cet identifiant me renvoie, vous allez voir ce qui va me renvoyer. Donc je vais mettre ici simplement, comment dirais-je, je vais mettre ici identifiant. Donc je mets
identifiant. Je mets identifiant. Et je reviens ici. Je réactualise ici. Vous voyez, identifiant 1. Voilà, non. Donc, le code qui est ici, c'est exécuté une seule fois. Et c'est l'identifiant de cette méthode, cet intervalle. Vous voyez, non? Donc, il faut que je peux récupérer l'identifiant qui est ici. Et sur cet identifiant maintenant là, je peux appeler une fonction qu'on appelle clear et intervalle. Clear intervalle. Donc, clear veut dire quoi? Il faut effacer tout. Donc, clear intervalle. Vous pouvez aussi, bien sûr, le voir sur Mozilla et développer mozilla.com, sur MDN. Si vous venez ici, vous pouvez le voir. Clear intervalle. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez essayer de fouiller ici. Vous allez voir la méthode clear intervalle. Donc, si je viens ici, je peux dire, arrivé à un moment donné, si tu continues de loguer, tu continues d'écrire ça, tout ce genre de choses, je peux lui dire, arrivé à un moment donné, il faut. Je peux dire, bon, si tu atteins, par exemple, 10, donc je dis, il faut i. Si i est égal à 10, donc je dis, si i égal à 10, qu'est-ce que tu me fais? Et tu prends l'identifiant qui est ici, id, ou bien tu prends simplement la méthode dont j'appelle window point, j'appelle la méthode clear interval. Et à cette méthode maintenant, vous passez maintenant l'identifiant de cet intervalle. Donc je lui passe maintenant le id, c'est tout. Donc la condition qui est ici va s'écrire lorsque i sera égal à 10, donc à la 10e appellation. Donc quand je vais venir ici, je viens ici, et puis j'actualise ça, on va voir. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8, 9. Et arrivé à la 9e fois, ça s'arrête. Vous voyez, non? Ça ne s'est même pas appelé à 10e fois parce qu'il faut que j'incrémente. Si j'incrémente ici, il voit que ça atteint 10. Donc, je peux dire en 9e fois. C'est parce que quand j'appelle ça à la 10e fois ici, le i s'incrémente. Du coup, la valeur de i vaut 10. Et avant que le i ne retourne ici et s'appelle ici, alors je passe ici simplement et j'arrête la fonction, la méthode directement. Vous voyez que la méthode cette intervalle s'est arrêtée. Et si vous venez ici, ça ne continue plus. Ça ne continue plus plutôt. Vous voyez, non? Donc ça s'est arrêté. Donc la méthode clear intervalle permet simplement d'annuler, d'effacer l'effet de cette méthode, l'appellation de la méthode set intervalle. Voilà. Et la dernière méthode que je peux vous montrer directement ou bien rapidement, c'est que je peux, comment dire, je peux commenter tout le code qui est ici. Je reviens ici. Il y a aussi une autre méthode qu'on appelle, que j'appelle sur Windows, ou bien je peux ne pas appeler Windows parce qu'on a dit c'est Windows, on peut l'appeler de façon implicite. Donc la méthode ça s'appelle simplement et comment on dit, set time out. Et je lui passe également une fonction. Bien sûr, je peux déclarer la fonction en haut comme je l'ai fait pour cet intervalle avant là. Et je vais passer le nom de la fonction ici. Ou bien je peux utiliser simplement directement cette syntaxe. La clause qui est ici. Et je vais dire simplement, cette fonction va afficher quoi? Log. Je suis appelé avec set time out. Et j'ai dit je suis appelé avec set time out. Et cette fonction maintenant, je vais l'appeler quoi? Je vais donner 2 secondes. En millisecondes, ça va être 2000. Et cette fonction s'exécute en fait de la même façon que cet intervalle. À la différence que la méthode qui est ici s'appelle une seule fois, pas chaque fois, de façon périodique comme cet intervalle. Mais ça s'appelle simplement, cette méthode appelle la fonction qui est ici, c'est-à-dire la clause qui est ici, une seule fois, une seule fois. Mais simplement, quand j'exécute, je vais exécuter le script qui est ici, elle ne veut pas exécuter le code qui est ici automatiquement. C'est-à-dire set time out va s'appeler, mais elle ne veut pas exécuter la fonction qui est ici directement. Mais plutôt, elle va attendre 2 secondes d'abord avant d'appeler maintenant le code qui est à l'intérieur ici. C'est-à-dire quoi? On dit set time out. Donc, attends 2 secondes avant d'appeler la fonction qui est ici, bien la clause qui est ici. C'est tout ce qu'elle fait ça. Et c'est une seule fois. Et quand elle va venir ici, je vais actualiser ça pour que vous puissiez voir. J'actualise, il attend une fois 2 secondes d'abord avant d'écrire je suis appelé avec cette time out. Donc, je mets ici. Attends d'abord une fois
2 secondes d'abord. Et si, du coup, je reviens ici, je documente ce qui est ici. Vous allez voir. Je vais profiter en même temps pour vous montrer quelque chose rapidement avant qu'on arrête la vidéo. Regardez, quand je viens ici, il va m'exécuter d'abord set time out une fois, 2 fois, et après 2 fois, il exécute ce qui est ici. Vous voyez, non? Après 2 secondes, donc il a cet intervalle une fois, 2 fois, et deuxième fois, il appelle directement ce qui est ici. Et il continue son chemin. C'est pour vous dire simplement que ce qui est ici, c'est-à-dire la méthode set interval, la méthode set timer out sont des méthodes asynchrones. Quand on dit asynchrone, c'est des méthodes qui ne bloquent pas l'exécution du reste du script. Si je viens ici et je mets simplement log, je continue. Je continue. Vous allez voir que ce code, c'est-à-dire que lorsque cet intervalle va s'appeler de façon asynchrone, il va laisser la main à Java de continuer à exécuter le code qui est en bas ici. Il va continuer à exécuter le code avant que lui ne revienne ici. C'est ce qu'on appelle l'exécution asynchrone. Ça veut dire, je mets, ok, c'est pas log, c'est console.log. Console.log. Je continue. Et quand je vais exécuter ce qui est ici, vous allez voir, il met, je continue d'abord avant de commencer ce qui est ici. Et le code continue. Voilà, non. Donc, ces méthodes sont asynchrones. Bien sûr, on va revenir encore sur la notion asynchrone du JavaScript. Voilà, là on va s'arrêter concernant la découverte de l'objet window. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses. Vous connaissez maintenant l'objet window. Vous connaissez ce que ça signifie. Vous connaissez comment on utilise ça. Vous connaissez des méthodes et des propriétés qu'on peut se servir en faisant référence à l'objet window. Merci beaucoup. Une fois encore, nous sommes ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Aimez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous. On est ensemble. Et puis je dis ciao.